Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Baptême du feu au Sénat pour Elisabeth Borne dans ses nouveaux habits de ministre de la Transition écologique. Déjà en charge des transports, elle cumule désormais les deux portefeuilles ministériels et a dû reprendre au pied levé l'examen de la loi énergie-climat à la Haute Assemblée. La démission de François de Rugy vient jeter une lumière crue sur la question de l'indemnité représentative de frais de mandat. L'IRFM, l'ancien président de l'Assemblée nationale, s'en est servi pour financer le parti Europe Écologie Les Verts. Une pratique interdite, mais est-elle vraiment illégale? On fera le point dans cette édition. Les accords conclus avec les pays du Mercosur vont-ils fragiliser les filières agricoles françaises? La Commission des affaires économiques du Sénat a entendu les responsables concernés ce matin. La plupart demandent au gouvernement un moratoire sur la ratification du volet commercial de ce traité. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera à salle des conférences Tam Trani et puis Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. La passation de pouvoir a donc eu lieu en début d'après-midi entre François de Rugy et Elisabeth Borne. L'ancien ministre de la Transition écologique a été poussé à la démission après de nouvelles révélations de Mediapart. S'il a reconnu et regretté une erreur, il estime qu'il l'a payée au prix fort. On l'écoute tout de suite. Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Et croyez-moi, ici, dans ce ministère, la bataille des moyens est une bataille de tous les instants. Et à peine nommée déjà à pied d'œuvre au Sénat, Elisabeth Borne, avec l'examen, je le disais, de la loi énergie-climat. C'est un texte qu'elle prend en cours de route, car hier, pour la discussion générale, c'est la secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, qui avait été appelée à la rescousse. Et le moins qu'on puisse dire, Alexandre Poussard, c'est que l'accueil du Sénat était plutôt froid envers la nouvelle ministre de la Transition écologique. Oui Delphine, puisque les sénateurs subissent de plein fouet cette passation entre François de Rugy et Elisabeth Borne qui reprend en cours de route ce projet de loi énergie-climat. Alors la ministre nouvellement promue a essayé un peu de défendre ses compétences et de montrer aux sénateurs ce qu'elle pouvait apporter au débat sur ce projet de loi. Écoutez Elisabeth Borne. Nous avons aujourd'hui ce débat sur cette loi énergie-climat qui est essentiel pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Alors j'y apporterai ma sensibilité de mon parcours, qui n'est pas celui de mes prédécesseurs, celui d'abord que j'ai pu forger sur le terrain en tant que préfète d'une région rurale où, je le disais lors de la passation tout à l'heure, la rénovation thermique des logements, la méthanisation, le développement des énergies renouvelables, ce n'est pas des dossiers, ce sont des réalités. Et donc c'est effectivement ce que je souhaiterais apporter dans nos débats. Alors les sénateurs ne nient pas les qualités d'Elisabeth Borne, mais ils digèrent mal les conditions dans lesquelles ce projet de loi énergie-climat est examiné par le Sénat. Un projet de loi qui avait été lancé d'abord par Nicolas Hulot, porté ensuite par François de Rugy. Hier soir, il a été entamé par Emmanuelle Wargon, un peu en catastrophe, et il est finalement repris par Elisabeth Borne. Écoutez Sophie Primas, la présidente de la Commission des affaires économiques, qui est un peu déboussolée. Vous comprendrez que le Sénat trouve que ces conditions de travail sont particulièrement difficiles. Je ne doute pas que c'est compliqué pour vous. Je n'ai évidemment aucun reproche à vous faire à titre personnel, pas plus que je n'avais de reproche à faire à Emmanuelle Wargon hier soir. Mais je crois que la stratégie de notre pays en matière d'énergie pour les 50 ans qui viennent mérite mieux que ce cafouillis. Vraiment, soyez attentifs au Parlement, parce que ce que nous vivons depuis quelques semaines, c'est un mépris du Parlement, c'est un mépris du Sénat, mais c'est un mépris de l'action parlementaire d'une façon générale, et je ne crois pas que ce soit votre intention à titre personnel. Donc ce que nous avons vécu, nous ne voudrions pas le revivre sur d'autres textes, et des textes importants comme la politique stratégique de l'énergie de la France, il n'y en a pas tous les 2 matins, il y en a un par quinquennat. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu notre lassitude, je voulais vous dire qu'évidemment ça n'a rien de personnel, qu'évidemment nous continuerons à être constructifs parce que c'est l'intérêt supérieur de notre pays.
Et les sénateurs ont un peu attaqué Elisabeth Borne sur un dossier qui a cristallisé les tensions lorsqu'elle était ministre des Transports, la fermeture de la ligne ferroviaire Perpignan-Rungis qui transportait des fruits et légumes. Elle devait être remplacée par des milliers de camions sur les routes. Alors finalement, Elisabeth Borne avait rétropédalé en assurant que cette ligne de train serait bien maintenue. Le problème, c'est que des camions ont déjà chargé les fruits et légumes. Ça veut dire que cette ligne de train, elle va circuler à vide. Écoutez le sénateur communiste Pascal Savoldelli. Cette promotion et les nouvelles responsabilités qui l'accompagnent vous offrent désormais de nouvelles compétences pour agir et passer de l'intention aux actes. Vous avez récemment promis le maintien de la ligne de fret Perpignan-Rungis. Mais au lieu de trouver une solution pérenne pour favoriser le transport de marchandises par le rail, la seule solution qui serait trouvée à ce jour, c'est de faire circuler le train des primeurs à vide. C'est ahurissant. D'aucuns conviendra qu'en plus d'être économiquement absurde, cette opération est écologiquement irresponsable. Votre champ de compétences vient de considérablement s'élargir, Madame la Ministre. Vous allez pouvoir mettre en œuvre une solution un peu plus sérieuse pour le maintien de cette ligne et de faire circuler d'arrêter de faire circuler un train fantôme. Et voilà pour cette arrivée sous tension d'Elisabeth Borne au Sénat dans ses nouvelles fonctions. Et maintenant, elle est rentrée dans le vif du sujet, dans les amendements du projet de loi énergie-climat, où on parle notamment de la question des transports, un sujet qu'elle connaît bien. Effectivement, Alexandre, merci pour vos précisions. Et on continue les réactions avec vous, Tan Tran Nui, en direct de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur LR des Vosges, Daniel Grémillet. C'est lui, justement, le rapporteur de ce projet de loi énergie-climat. Daniel Gremillet, dans quel climat travaillez-vous sur ce projet de loi climat-énergie, un texte essentiel en matière de politique énergétique, marqué par ce changement de ministre en cours de route? C'est vrai que pour un texte qui doit définir une stratégie à moyen terme, surtout une stratégie qui ne s'arrête pas sur les quelques années qui viennent, puisqu'on est sur du dur. Sur la neutralité carbone en 2050. 2050, sur des choix sur la fin d'une partie de centrales nucléaires, puisqu'on serait avec un mix à 50% nucléaire en 2035, et puis toute la politique en matière d'énergie renouvelable. De 2025 à 2035 de la part du gouvernement. Et surtout, n'oublions pas que l'énergie, c'est l'affaire de tous les Français. Ils sont directement concernés, et c'est aussi l'affaire de l'économie française, puisque l'élément stratégique dans la compétitivité de l'économie française, c'est le prix de l'énergie et pour beaucoup. Et les conditions d'examen ne sont pas bonnes. C'était un sujet important. Alors on peut dire qu'effectivement on a un contexte très particulier. Je l'ai déjà déploré. La présidente de la Commission des affaires économiques l'a déploré aussi. Elle a dit hier, c'est le pompon, c'est l'apothéose, cette démission, alors que déjà les conditions d'examen, elles étaient assez mauvaises. Je serais tenté de dire que les démissions, c'est une autre chose. Ce qui est surtout mauvais, c'est l'incapacité au niveau du Sénat de pouvoir travailler correctement. On travaille avec des temps contraints. On est parti d'un texte, je vous rappelle, avec 8 articles. On est aujourd'hui à 55 articles. Et oui, c'était un petit projet de loi au départ. C'était pas le texte environnemental du quinquennat comme il est vendu. C'est pour ça que dans le texte, moi je l'ai renforcé pour qu'on ait vraiment un projet de loi dans le futur quinquennal où c'est le Parlement qui décide de la stratégie en matière énergétique. On a eu ce projet, il a été commencé par le ministre Nicolas Hulot, il a été présenté par le ministre de Rugy. Suite à sa démission, hier, on a commencé la DG avec Emmanuel Vargon et aujourd'hui nous allons continuer l'examen avec Elisabeth Borne. Donc pas moins de 4 ministres sur ce texte finalement. Oui, mais c'est quand même difficile en matière de coordination. Il y a quand même eu un impact de la démission de François de Rugy 2 heures avant le début de l'examen du projet de loi hier. La ministre elle ne pouvait pas tout connaître de ce texte évidemment. Et le temps contraint, la preuve c'est qu'on devait reprendre la séance à 14h30 et elle a été décalée à 15h. Donc effectivement, travailler dans ces conditions, c'est pas forcément évident, et surtout, ce que je reproche, c'est le manque d'ambition au niveau de ce texte en termes d'énergie, en termes de climat. Ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir effectivement des éléments qui soient plausibles, c'est-à-dire qu'on soit capable de les atteindre, qui soient surtout supportables par les citoyens par rapport à la facture énergétique, que l'on progresse au niveau des énergies renouvelables, qu'on soit capable effectivement de donner une clairvoyance de l'action sur la stratégie énergétique pour l'entreprise, pour l'économie de notre pays. Et qu'est-ce que vous pensez du profil d'Elisabeth Borne pour reprendre ce texte au pied levé? Est-ce qu'elle est à même de lui donner l'ambition que vous souhaitez? Alors n'oublions pas qu'on est quand même, il y a certes des ministres qui se sont succédés, c'est quand même un projet du gouvernement. Donc le gouvernement n'a pas changé, le texte il a été présenté à l'Assemblée nationale avec 8 articles, il a été amendé à
l'Assemblée nationale, puisqu'il est sorti de l'Assemblée nationale avec 55 articles. Le Sénat travaille sur la base Il y a une continuité. Exactement, et c'est important de le dire. Je travaille en tant que rapporteur, ma collègue travaille en tant que rapporteur, les sénatrices et sénateurs travaillent sur le texte sorti de l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce document-là que nous voulons l'enrichir, que nous voulions lui donner du corps, qu'on veut effectivement apporter des réponses concrètes en matière d'énergie et de climat. Bien, merci beaucoup Daniel Gremillet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et vous évoquiez le profil de la nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. À 58 ans, elle a déjà fait ses preuves en politique. Ingénieure de formation, elle a dirigé le cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie. C'était entre 2014 et 2015. Elle a aussi été à la tête de la RATP avant d'être à son tour nommée ministre des Transports. Son portrait signé Cécile Sixou. Opérationnelle tout de suite, à peine nommée, Elisabeth Borne s'est mise au travail. Quelques minutes après la passation de pouvoir, elle était dans l'hémicycle au Sénat pour défendre le projet de loi énergie-climat. Je ne découvre pas ce ministère, que j'ai eu l'occasion de connaître ces dossiers dans des expériences antérieures. Et donc je prends ce texte et nous allons poursuivre en m'excusant auprès des sénateurs pour ces changements, y compris le décalage du début de séance, l'examen qui a été engagé hier. Lors de la passation de pouvoir, Elisabeth Borne a tenu à le préciser. Elle n'est pas novice sur les questions écologiques. Je n'arrive pas en terre inconnue. Je suis ici dans une maison que je connais bien. Son portefeuille des transports est déjà placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, mais elle a surtout été directrice de cabinet de Ségolène Royal entre 2014 et 2015 à l'hôtel de Roquelaure. Un déroulé de CV pour anticiper les critiques, comme celle de François Ruffin qui estime qu'elle n'a jamais pris en compte la dimension environnementale en tant que ministre des Transports. Désormais une nouvelle ministre qui n'a jamais prononcé un discours sur l'écologie. Là, il faut voir qu'aujourd'hui, pour être ministre de l'écologie... Vous ne lui faites pas confiance pour être une bonne ministre de l'écologie? Non, absolument pas. Parce que pourquoi? Parce que pour être ministre de l'écologie aujourd'hui, il faut être animé par une foi et par une fougue. Pour Bruno Le Maire, en revanche, le chef de l'État offre une promotion à une travailleuse acharnée qui a notamment dans son bilan bien conduit la réforme de la SNCF. C'est que c'est un excellent choix. Je travaille depuis 2 ans avec Elisabeth Borne. Nous avons toujours très bien travaillé ensemble. Je suis convaincu qu'elle portera cette question de la transition écologique avec toute la compétence, toute l'énergie qu'on lui connaît. Outre le texte énergie-climat, la nouvelle ministre devra potasser cet été le projet de loi pour une économie circulaire qui arrive fin septembre au Parlement. Elle devra également boucler son projet de loi sur les mobilités qui revient à l'automne au Parlement, faute d'accord entre les deux chambres. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur écologiste Joël Labbé. Oui, Joël Labbé, Elisabeth Borne commence donc sa nouvelle fonction sur les chapeaux de roue. La ministre est-elle à la hauteur dans l'hémicycle pour porter ce projet de loi énergie et climat? La première des choses, puisqu'elle vient d'être nommée, qu'elle soit la bienvenue au Sénat, parce que ça va être notre interlocutrice privilégiée, à commencer par aujourd'hui et cette semaine sur la question de cette loi énergie-climat. Que pensez-vous de son profil? Trop techno, disent certains, pas assez écolo, disent d'autres? Alors moi je dirais d'abord que c'est une personnalité, une vraie personnalité, qui a une carrure, qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme de dossier. Extrêmement technique, elle est ingénieure de formation. Pour moi, la question de l'incarnation de la transition écologique et solidaire pose sûrement question. Et oui, on est loin de Nicolas Hulot. Hein. Je me rappelle combien vous étiez attristé par le départ de Nicolas Hulot et ce symbole qu'il représentait pour l'environnement, nécessaire pour faire avancer ces causes. Oui, tout d'abord heureux de l'arrivée de Nicolas Hulot dans ce gouvernement lorsqu'il est arrivé et ce qu'il a porté, il a véritablement incarné, il a imprimé. Il est parti. François de Rugy l'a remplacé, est resté ministre d'État, est resté à peine 1 an. Et là, Elisabeth Borne, pour moi, c'est une grande technicienne qui est en place, mais technicienne, pour moi, elle n'incarne pas. Avec les limites que cela veut dire. Et en plus, malgré tout, ce qui est important, ce n'est plus un ministère d'État. Ça, c'est un signe fort.
Autre signe, elle était secrétaire d'État Elle était ministre des Transports. Au transport, où elle est très professionnelle, on va le dire comme ça. Alors, elle garde cette mission-là, tout en devenant ministre de la Transition écologique. Ça fait beaucoup pour une seule femme, à mon sens, mais là encore, ce sont des signes que l'écologie est véritablement rentrée dans le rang et va suivre, elle va faire le job, mais elle ne va pas imprimer, à mon sens. Ah oui, donc on est loin de la grande cause du quinquennat pour l'environnement, alors même que l'on disait que ce projet de loi énergie-climat, eh bien, il était essentiel pour notre politique énergétique dans les prochaines années. On est quand même loin de tous ces symboles nécessaires, attendus. Complètement. Alors il va y avoir des choses de fait, mais la véritable transition et l'urgence de cette transition, je crois qu'on attendra encore, ou du moins on va se battre. Il faut les financements aussi, par ailleurs. Alors, trouver les financements, il faut les décrocher. Pour moi, elle est dans le rang du gouvernement. Oui. Elle ne va pas gagner des arbitrages je ne le crois pas. Je ne le crois pas, avec tout le respect que je tiens à redire que j'ai pour elle. Un mot tout de même sur le bilan qu'elle a eu au niveau des transports. Elle a essayé de valoriser son bilan en matière de transport vert avec la loi d'orientation des mobilités. Et puis, on a vu les débats, ils ont commencé tout de suite en lui reprochant ses va-et-vient sur la question du fret ferroviaire, par exemple. Bien sûr, et là c'est d'actualité, et c'est elle qui portait ce sujet-là. C'était absurde d'un point de vue environnemental ce qu'elle avait voulu faire pour le fret, en le remplaçant par des camions. Bien sûr. Là, c'est un très très mauvais signe et qui est juste en application là maintenant. Alors, pour se réhabiliter, elle a du boulot, la ministre. Eh bien, merci beaucoup Joël Labbé d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. La décision était attendue. La Cour de cassation a validé le barème des indemnités Macron, une des mesures phares des ordonnances travail du début du quinquennat. Le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif est bien compatible avec les textes internationaux pour la plus haute juridiction judiciaire française, Adrien Develay. C'est une petite victoire pour le gouvernement. Après 3 mois d'examen, la Cour de cassation a tranché. Le barème prud'homal est compatible avec les normes internationales. Pour cet avocat spécialiste du monde du travail, il est peu probable que les conseillers ne suivent désormais pas l'avis de la Cour. Elle dit, la Cour de cassation encore une fois, très clairement que le barème Macron, qui prévoit des minima et des maxima variables en fonction de l'ancienneté du salarié, ce barème est valable et en particulier il est compatible avec les conventions internationales ratifiées par la France. Et donc il doit s'appliquer. Mais je vois mal les conseils de prud'homme et les cours d'appel faire de la résistance et entrer en guerre contre une position de la Cour de cassation. Mesure symbolique de la loi travail et des ordonnances Macron, ce barème fixe depuis 2017 les indemnités en cas de licenciement abusif. Le minimum, 1 mois de salaire en dessous d'1 an d'ancienneté et le maximum, 20 mois de salaire au-delà de 28 ans dans la même entreprise. L'avis de la Cour de cassation a été demandé par les conseils des prud'hommes de Louviers et de Toulouse. Ces 2 juridictions souhaitaient savoir si le barème est conforme aux textes internationaux, comme la Convention de l'Organisation internationale du travail ou la Convention européenne des droits de l'homme. La décision, très attendue, vient contredire la vingtaine d'affaires pour lesquelles des conseillers prud'homaux sont passés outre le barème, fixant des indemnités plus élevées que celles préconisées. Des décisions qui avaient fait répliquer la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans une circulaire adressée aux procureurs généraux, leur demandant d'être informés des décisions des conseils prud'homaux. Je vous le disais en titre, le Sénat, le chevet des filières agricoles, inquiète des conséquences de la ratification des traités de libre-échange avec les pays du Mercosur. Ce matin, les représentants des secteurs concernés étaient conviés à faire part de leurs craintes. Fabien Riquer. Quel impact les traités de libre-échange ont-ils sur notre agriculture ? Alors que l'Assemblée nationale doit ratifier mercredi le CETA, traité entre l'UE et le Canada, au Sénat, ce sont les représentants des principales filières agricoles qui ont exprimé leurs craintes, en pleine controverse sur l'accord commercial entre les 28 et les pays du Mercosur. Aujourd'hui, le citoyen considère que l'alimentation n'est pas qu'une marchandise et une activité économique, c'est que derrière, il y a aussi la sécurité du consommateur, l'aménagement du territoire, le bien-être des animaux. Mais si ça, on veut en tenir compte, eh ben alors il faut avoir une approche totalement différente des accords de libre-échange, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'accord avec le Mercosur facilitera l'exportation vers l'Europe de dizaines de milliers de tonnes de riz, d'éthanol ou de maïs sud-américain. Mais le point de crispation majeur concerne la viande. L'accord ouvre notamment la voie à l'importation de 180 000 tonnes de poulet, ainsi que 99 000 tonnes de bœuf faiblement taxés, auxquelles s'ajouteront 60 000 tonnes exemptées de toute taxe. Selon les professionnels, plus de 30 000 éleveurs bovins en France seraient menacés en cas d'accord. L'agriculture est déjà en très grande difficulté, l'agriculture française, parce qu'elle est concurrencée par des concurrents
européens, l'Allemagne et l'Espagne pour ne pas les citer, qui ont des écarts de compétitivité avec la France qui sont déjà très élevés, et qu'on rajoute encore de la compétitivité supérieure et de la concurrence avec des accords qui ne respectent pas les règles de réciprocité. L'Union européenne vante de son côté les possibles débouchés pour les produits agricoles français à haute valeur ajoutée, comme les vins et spiritueux ou le chocolat, sur le marché sud-américain. Alors faut-il avoir peur du Mercosur? Pourquoi ce traité inquiète autant les filières agricoles françaises? Et si cet accord était aussi une opportunité pour le marché français? On en parle tout de suite dans notre débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sophie Primas. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat, sénatrice LR des Yvelines. J'accueille également Guy Hermouet. Bonjour, vous êtes le président de la section bovin d'Interbev. C'est finalement l'association interprofessionnelle qui regroupe les principaux acteurs de la filière de viande bovine en France. Avec nous également Henri Cabanel, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur RDSE de l'Hérault, membre de cette même commission des affaires économiques. Et puis Christian Spiegler est également avec nous. Bienvenue, vous êtes directeur général du syndicat national des fabricants de sucre, une filière particulièrement impactée. Vous la jugez même sacrifiée par la signature de cet accord? Oui, force est de constater que cet accord arrive à un très mauvais moment pour le secteur du sucre et de l'éthanol d'ailleurs. C'est un accord qui a ignoré en fait deux éléments de fragilité importants. D'une part, le fait que le secteur est en crise depuis l'abolition des quotas, depuis la grande réforme sucrière de 2017. Depuis cette époque, nous sommes en prise directe avec le cours mondial. Et on a vu effectivement qu'à la faveur d'une baisse importante et historique du cours mondial, nous sommes aujourd'hui, la plupart des entreprises sucrières sont aujourd'hui, présentent des résultats financiers négatifs. Il y a un deuxième élément de fragilité qui est que nous essayons de faire émerger une filière et de consolider une filière éthanol pour la biocarburation, ainsi que l'émergence d'une filière de betterave bio. Et on constate effectivement que cet accord vient quand même écorner et fragiliser justement les efforts que nous sommes en train de faire pour consolider cette filière. Et ce sont deux filières qui sont en réalité complémentaires à celle du sucre. Et la filière éthanol, la biocarburation, est en fait nous le considérons en tout cas comme un facteur de résilience du secteur sucrier. Voilà. Sophie Primas, vous avez entendu justement les craintes des différents acteurs de la filière que vous avez auditionnés ce matin. Vous les partagez, ces craintes? Vous les comprenez? Écoutez, je crois qu'il faut comprendre les craintes fortement exprimées, j'allais dire presque criées de l'ensemble des professions. Et pour une fois, j'allais dire toutes professions confondues. J'étais frappée ce matin que l'ensemble des filières se solidarisent en fait. Personne ne disait tant pis pour le sucre, tant pis pour la viande bovine. Tout le monde était ensemble, y compris d'ailleurs le secteur du lait, dont on dit qu'il est bénéficiaire de l'ensemble de ces accords commerciaux. Donc oui, on les entend, on les comprend, parce qu'en fait, tous ces contrats, toutes ces négociations ont été des négociations extrêmement longues. Le Mercosur, ça fait 10 ans que c'est dans les tubes de la négociation. Et depuis 10 ans, mais il s'en est passé des choses dans l'agriculture, et en particulier en Europe, et en particulier en France. On en a demandé des choses aux agriculteurs. On leur a demandé de changer de modèle, on leur a demandé de ne plus utiliser de molécules, on leur a demandé d'aller vers l'agroécologie, on leur a demandé d'apporter des services environnementaux. Et malgré les difficultés que ça représente en termes d'investissement, de changement de modèle pour eux, ils y vont et ils ont des charges de production qui augmentent. Et en même temps, si j'ose dire, on continue à négocier dans le dos de la France, parce que la France n'est pas suffisamment investie dans ces négociations. Dans le dos de la France, on continue. Elle a quand même un droit de regard et de ratification. Elle a un droit de regard et de ratification. Vous voyez bien que le CETA, il est là depuis 2 ans. On verra ce que donne le vote. On verra d'ailleurs ce qu'il donne au mois de septembre ici au Sénat. Mais finalement, on a posé la question ce matin aux professionnels agricoles. Est-ce que vous pensez que la France a suffisamment défendu ses intérêts dans les 10 dernières années? La réponse a été immédiate et unanime. C'est non. Et donc, vous voyez, on a l'impression de demander beaucoup aux agriculteurs, de leur demander de changer. Ils ont participé massivement, toutes les filières, aux États généraux de l'alimentation, proposé de faire des efforts. Et aujourd'hui, le ruissellement qu'on leur a promis n'arrive pas. Et les conditions de production des produits qui entrent dans notre pays et qu'on va laisser rentrer de façon plutôt massive ne correspondent pas à ce qu'on leur demande. C'est incompréhensible pour eux. Quelles conséquences, Guy Hermouet, pour justement la filière bovine française? On le voit avec des tonnes justement de bœuf qui vont arriver d'Amérique latine.
Alors pour nous, c'est pas que l'Amérique latine, c'est l'ensemble des négociations d'accords de libre-échange qui nous inquiète, parce qu'un kilo de viande arrivé en Europe est un kilo dangereux. Et ce qui nous inquiète plus particulièrement, que ce soit le Canada ou le Mercosur, ils n'ont pas le même standard de production que nous, producteurs européens, et entre autres français, parce que quand on nous a dit il n'y aura pas d'hormones, donc on a fait le panel hormones, on a déjà donné 45 000 tonnes à titre gracieux donc d'exonération aux États-Unis et à l'Amérique du Sud. Et là, on accorde 65 000 tonnes au Canada, 99 000 tonnes donc. Non, pas les mêmes standards sanitaires, vous nous dites, mais on n'a aucun moyen de contrôler l'arrivée de cette viande sur le territoire français? On n'a aucun moyen de contrôler, oui, effectivement, parce que dans les accords, il n'y a pas, autre que les hormones, de produits utilisés dans ces pays-là qui seront contrôlés parce qu'il n'y a eu aucune démarche faite dans ce sens-là. C'est pas une question de contrôle, hein. Monsieur a raison. C'est-à-dire que les farines de viande, que les antibiotiques ou les activateurs de croissance ne seront pas contrôlés, ni au départ, ni à l'arrivée. Et donc, quand on nous dit qu'il y aura des contrôles, déjà, dans les accords, on a laissé à l'État membre exportateur de contrôler son produit. Et l'Europe ne contrôlera pas. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle aux frontières aujourd'hui. Et ce sera souvent de la viande qui arrivera à Amsterdam ou à Rotterdam et qui sera baptisée française, enfin pas française, européenne. Donc on aura le label justement européen Henri Cabanel, on n'a aucun moyen de s'opposer justement à l'importation massive de cette viande, de ce sucre du Brésil notamment? Aucun moyen. On est en train de discuter. Et j'espère que sur cet accord de libre-échange, on ne subira pas la même chose qu'on a subi avec le CETA, c'est-à-dire de faire rentrer en vigueur un accord de libre-échange sans que le Parlement n'ait pris une décision. Donc là, j'espère qu'on prendra une décision avant que ça soit en vigueur, si ça l'est. Oui, ça a été dit ce matin donc, dans notre réunion par un des intervenants. Il faut qu'on sache où on veut placer l'agriculture dans ce pays. Est-ce que c'est une marchandise ou est-ce que c'est vraiment une politique? Moi, je pense que c'est une politique. Et je ne crois pas qu'elle soit aujourd'hui entendue à sa juste valeur. Pourquoi c'est une politique? Parce qu'au-delà de l'indépendance alimentaire, il y a donc les enjeux donc, de santé. Il y a des enjeux environnementaux, de biodiversité. Il y a des enjeux donc d'emploi, d'aménagement de territoire. On veut passer des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas du tout ce que nous entendons par politique agricole. Donc forcément, les agriculteurs, ils sont tous fiers de leur agriculture, sauf qu'ils n'ont pas peur de la compétitivité. Encore faut-il qu'ils jouent avec les mêmes règles, avec les mêmes ambitions. On a des ambitions en France, je pense qu'elles sont bonnes, ces ambitions, parce que effectivement, par rapport donc aux dernières calamités agricoles que nous venons de subir dans le Sud, il y a véritablement un problème de changement climatique et il faut lutter sur ce changement climatique. Et on passe des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas les accords de la COP21, sont des pays où la déforestation est immense, je dis que chaque 7 secondes, il y a l'équivalent de 7 stades de foot qui sont donc déforestés. Donc, je vois mal comment on peut effectivement avoir une politique de libre-échange en parlant de l'agriculture, parce que là aussi, je ne veux pas qu'on puisse sacrifier l'agriculture dans le cadre d'un accord de libre-échange qui bénéficierait de l'industrie. Un accord de libre-échange bon pour la France, c'est un accord bon dans sa globalité. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi il serait bon pour l'agriculture. Il n'y a aucun avantage, Christian Spiegler, justement, à négocier, à signer, à ratifier ces accords de libre-échange. La France sera forcément perdante, selon vous? Moi, je rebondis sur ces derniers propos parce qu'ils sont véritablement importants. Parce que le problème de parité de concurrence est un problème qui se pose quasiment dans tous les accords. Pas seulement dans le cadre des accords extérieurs de l'Union européenne, mais même à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il faut effectivement avoir bien ça à l'esprit. Et s'agissant du Mercosur, c'est encore plus flagrant, je voudrais dire, simplement parce que les standards, bien entendu, ne sont pas les mêmes. C'est l'ancien monde, c'est le nouveau monde. On sait très bien que les OGM sont en train de se développer dans la canne au Brésil. On sait que le glyphosate est autorisé au Brésil, qu'il ne l'est plus chez nous. Et de manière plus globale, on sait que 74% des produits phytosanitaires qui sont employés au Brésil sont interdits chez nous.
Voilà. Donc, effectivement, vous posiez la question des contrôles. Sur la viande, les contrôles, c'est une chose. Le problème, c'est qu'on fonctionne par équivalence. Donc, on n'a pas les mêmes cahiers des charges. Et par simplicité, je vais dire, on recourt simplement à l'équivalence. Mais on n'est pas du tout sur la même parité de concurrence. Sophie Primas. Oui, je voulais simplement dire que sur les traités de commerce internationaux, il y a des traités qui sont bons. Et il y a plein de raisons autres que sur l'agriculture pour signer ces traités, mais sur d'autres secteurs. L'agriculture, c'est un secteur d'activité particulier, parce que, comme l'a dit Henri Cabanel, c'est bien sûr la production agricole, mais c'est surtout notre sécurité sanitaire, notre souveraineté alimentaire, c'est l'aménagement du territoire, c'est des choses qui sont stratégiques. De Gaulle aurait trouvé que c'était, le général de Gaulle aurait trouvé que ça faisait partie de nos actifs stratégiques, et on aurait dû l'écarter dans les discussions de ces accords. Alors vous savez, moi j'ai lu un très bon article chez un de vos confrères du Monde qui faisait parler ceux qu'on dit être les grands gagnants de cet accord-là, les chocolats, les bonbons, le lait, etc. Aujourd'hui, l'export vers le CETA qu'on glorifie, qu'on est probablement en train de glorifier à l'Assemblée nationale, c'est l'équivalent d'une fromagerie en France sur une semaine. Donc les exports, c'est pas non plus extrêmement stratégique, c'est plus qu'avant. Ce ne sont pas des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir pour les producteurs français. La dame qui est PDG des Calisson d'Aix, elle dit on sait bien, mais enfin... Voilà, c'est un petit peu de bonus, quoi. C'est pas le flot de commerce qu'on nous promet. Donc il faut faire attention parce qu'à côté de ça, on a des déstabilisations. Comment on explique à la sucrerie de Cagny dans le Calvados qui va fermer ses portes, qu'il faut fermer parce qu'il y a trop de sucre en France, qu'on produit trop, etc. Et les planteurs vont se retrouver sans possibilité, alors qu'on va ouvrir des contingents qui vont permettre d'ouvrir des sucreries au Brésil. C'est pas compréhensible. Et c'est pas raisonnable et c'est pas stratégique pour la France. Prima, il y a des voix dissonantes, notamment au Sénat. Je vous propose de réécouter Jean Bizet, c'est le président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, qui s'est exprimé ce matin lors de vos auditions. Moi, ce qui me chiffonne, si vous voulez, c'est de considérer que l'agriculture française, qui a d'énormes atouts, vous en connaissez tous la liste, elle est dans ces accords de libre-échange, celui qui nous concerne là aujourd'hui comme d'autres, dans une position défensive. Et ça me chiffonne, alors qu'elle a d'énormes atouts. Cette position défensive, en fin de compte, elle est, à mon avis, un peu logique parce qu'elle est le résultat d'une accumulation de mesures franco-françaises qui nous mettent en très grande difficulté. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, les propos de Jean Bizet, Guillermo? Il l'a bien dit, c'est qu'on a des contraintes en France qu'on n'a pas, enfin en Europe, qu'on n'a pas donc dans les autres pays du monde. Aujourd'hui, on nous a dit il faut monter en gamme vos produits et tout. On a travaillé à la montée en gamme en respectant la qualité des produits, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'environnement, du bien-être animal. Il n'y a aucun État membre aujourd'hui, aucun État donc du Mercosur ou d'ailleurs qui travaille sur le bien-être animal, l'environnement, sur l'utilisation des farines de viande, on sait qu'ils vont pouvoir les utiliser, les antibiotiques. Et si vous allez aux États-Unis ou au Brésil ou au Canada, c'est des élevages de 40 à 50 000 bovins qui sont en engraissement. Dehors, par tous les temps, à moins 40 dans l'Alberta, avec des pluviométries importantes, et donc le bien-être animal n'est pas respecté, et par là de même, on est anti-concurrentiel. Mais ce qui est plus fort, quand on dit qu'on va exporter ou importer 200 000 tonnes de viande, 65 000, 35 et 99 000, c'est 200 000 tonnes d'aloyaux, comparé aux 400 000 tonnes d'aloyaux consommés en Europe. Donc c'est 50% de la consommation française. Donc les aloyaux dans ces pays-là sont à 8,80 pendant que nous, on est à 13,80. Donc, automatiquement, quand ils vont arriver, ils vont baisser le prix de ces choses-là. Et je pense que ce matin, ça a été dit, c'est la disparition de 30 000 exploitations d'élevage et d'élevage en France qui sont le troupeau allaitant, qui a des races qui sont reconnues, un territoire qui est aussi entretenu et que demain, comment on fera ? Et quand le député Moreau dit aujourd'hui qu'on va pouvoir exporter, quand on va pouvoir exporter sur le Canada des produits nobles, attendez, les mêmes produits qui sont à 13,80 chez nous, on ne va pas aller les exporter à 8,80
faut arrêter, il ne faut pas... Vous n'avez pas profité de la suppression des droits de douane, vous ne pourrez pas justement exporter justement, comme vous l'entendez. Nous faire croire ça, il faut arrêter. Qu'en est-il pour la filière viticole, Henri Cabanel? C'est un secteur que vous connaissez bien. Oui, c'est un secteur que je connais bien. Alors c'est vrai que... Ils ont de se réjouir de ces accords. Alors ils se réjouissent certainement parce que, effectivement, c'est une des filières qui va profiter de cet accord. Bon, moi je suis ici en tant que parlementaire français et je dois avoir donc une vision sur l'agriculture. Et dans ce cadre-là, je ne me permettrai pas de défendre exclusivement la viticulture, même si c'est une filière qui peut bénéficier de cet accord. Mais au-delà de ça, c'est effectivement la philosophie qu'on veut donner à cet accord. Hein, parce que aujourd'hui, le Brésil, par exemple, est le premier pays mondial exportateur en termes de denrées agricoles. Et en même temps, sa population, une grosse partie de sa population, souffre de malnutrition. Donc on est dans des philosophies quand même contradictoires par rapport à un pays avec un modèle agricole très intensif qui exporte et qui n'est même pas capable de nourrir sa population. Donc vous voyez que là, voilà. Et par rapport à ce que disait le président Bizet ce matin, je partage aussi un petit peu ce qu'il dit dans le fait que l'agriculture ne doit pas être sur la défensive. Je dirais même ne doit pas être exclusivement sur la défensive. Forcément qu'on doit avoir aussi ce côté positif. Elle reste une grande puissance agricole, la France. Elle reste une grande puissance agricole et elle doit s'introduire dans beaucoup de pays où elle n'est pas. C'est vrai. Mais pour autant, on doit être aussi dans la défensive par rapport à ce que je viens de dire quand même. Hein. On ne peut que avoir des craintes dans un pays qui n'a pas le même modèle agricole que le nôtre et qui n'a pas du tout la même philosophie. Christian Spiegler, que demandez-vous aux parlementaires? Est-ce que vous demandez un moratoire? Est-ce que vous demandez carrément que ces accords ne soient pas ratifiés? Eh bien, à tout le moins, on demande effectivement qu'il y ait une vigilance sur un certain nombre de dispositions, notamment... parce que le contenu exact de l'accord, on ne l'a pas encore. Et là, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que la Commission négocie toute seule et tient à informer les États membres quasiment comme on lui semble. Donc il y a une clause de sauvegarde. On a entendu parler d'une clause de sauvegarde. Est-ce que c'est la même clause de sauvegarde qu'on retrouve dans tous les accords commerciaux ou bien est-ce qu'il y a autre chose? On a entendu parler de seuil de déclenchement, d'une clause de sauvegarde quasiment automatique. Mais le problème des clauses de sauvegarde, c'est que ça intervient toujours après, une fois que les dommages sont faits. Ça sauvegarde les morts. Voilà, ça sauvegarde des morts. Deuxième chose à laquelle nous sommes attentifs, c'est que Phil Hogan, le commissaire à l'agriculture, a parlé d'un fonds d'1 milliard d'euros en compensation des effets du Mercosur. Alors là, je voudrais simplement quand même m'arrêter un instant là-dessus. C'est quand même, si on prévoit un fonds d'1 milliard d'euros pour l'agriculture, c'est que l'accord n'est pas si équilibré que ça. Voilà, donc c'est qu'il y a quand même... C'est la preuve du déséquilibre, Sophie Primas. C'est la preuve du déséquilibre, voilà. Oui, et puis vous avez raison, c'est-à-dire 1 milliard d'euros pour faire quoi? Pour distribuer à des agriculteurs qui ne produiraient plus. Donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Avec une agriculture sous perfusion, on en a déjà beaucoup parlé. Ça, c'est le risque, justement, Guillermo, selon vous? C'est très inquiétant, mais bon, on ne parle pas, il y a le Brexit, mais quand on parle d'1 million d'euros, il y a déjà 1 milliard d'euros, il y a 150 millions qui sont déjà donnés à l'Irlande pour préparer le Brexit. Donc il y en aura moins à la fin et il faudra savoir comment c'est distribué. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est que la France était le premier pays d'Europe exportateur et aujourd'hui on est en 6e position. Donc qu'on garde toujours la même compétitivité, je ne pense pas. Mais aussi, il faut se poser la question, mais comme le disait le sénateur Bizet, c'est que notre compétitivité, elle est due aussi à nos contraintes que l'on a voulu créer. Oui, on est d'accord de les avoir, les contraintes, mais il faut aussi les mettre en avant pour le citoyen, pour le consommateur. Et on veut que notre citoyen puisse bien manger, sanitairement, mais aussi qu'il ait des paysages, qu'il ait de l'agriculture. On sait bien que nos territoires ruraux sont très importants dans la vie du citoyen. Donc c'est tout ça qu'on a besoin. Et là, nous, on est contre la ratification de tous ces traités, mais on a déjà demandé depuis plusieurs années que la viande soit retirée de ces traités. C'est toujours ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé qu'il n'y ait pas d'accord bilatéral, tout ça. Mais on ne peut pas, dans un pays excédentaire ou autosuffisant, importer des viandes pour pouvoir le baisser. Oui, on peut aller sur la Chine, mais on va sur les pays qui ont besoin de produits, mais pas à l'opposé.
Sophie Primas, il y a d'un côté Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État, tous les deux anciens sénateurs que vous connaissez bien. Ils sont venus en séance, souvent interrogés, interpellés sur ces questions de ratification de traités. Vous leur faites confiance. On avait entendu Didier Guillaume dire « je ne serai pas le ministre qui sera le fossoyeur de l'agriculture française ». Vous lui faites confiance justement pour s'opposer, pour peut-être justement empêcher un accord déséquilibré ? Moi, je ne sais pas si je peux lui faire confiance sur le CETA. Je pense qu'il va aller dans le sens qu'on lui demande d'aller. Je ne suis pas sûre qu'il soit un défenseur de l'ensemble des filières dans le cadre du CETA. Enfin, les débats ont lieu en ce moment, donc on peut pas les écouter. Sur le Mercosur, je pense que son engagement est sincère, très honnêtement. Et je pense que même Jean-Baptiste Moreau, avec qui on ne partage pas les mêmes avis, notamment sur le CETA, a dit très clairement sur l'antenne de vos confrères qu'il était opposé à cet accord. Donc oui, je l'espère, mais il faut qu'il donne un signe tout de suite, parce que vous savez, c'est le battement d'ailes de papillon, ce qui est en train de se passer avec le CETA. Ça a des impacts très très forts sur notre agriculture, sur l'élevage en particulier. Au dernier salon de l'agriculture, la problématique numéro 1 de l'élevage, c'était l'installation des jeunes et la reprise des entreprises et la décapitalisation sur le cheptel français. Mais comment voulez-vous que des jeunes s'installent si les signaux que leur donne l'Europe et que leur donne la France et le gouvernement, c'est la signature de ces accords-là. Je crois que vraiment, il faut que le gouvernement se mobilise autour de ça. Il faut qu'on attende, peut-être qu'on sursoit à cette Le Sénat va continuer ses auditions, Sophie Primas. Vous allez continuer? Oui, bien sûr, on va continuer, parce qu'il faut aussi écouter ceux qui sont pour, ceux qui pourraient avoir des éléments dans l'autre sens. Mais les sujets d'inquiétude sont importants, donc on va évidemment continuer. Henri Cabanel, est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous opposez à la ratification concernant l'engagement de Didier Guillaume, je partage tout à fait ce que vient de dire Sophie. On connaît son attachement à l'agriculture et il ne prendrait pas autant de risques que ce qu'il fait devant donc, les assemblées s'il n'y avait pas concrètement quelque chose derrière. Mais en politique, il y a le discours et il y a les actes. Donc on va attendre patiemment les actes. Mais dans la méthode de la politique agricole française, pour revenir à ce que disait le président Bizet, il faut qu'on se dicte une contrainte qui nécessite le fait de ne plus surtransposer les règles européennes. Ça a été évoqué tout à l'heure par l'un des intervenants, je pense que c'est vous, monsieur, sur le glyphosate. La volonté exclusivement en France d'interdire le glyphosate est une surtransposition européenne. Donc, dans la méthode des politiques agricoles françaises, s'il y a un produit qui est dangereux, on doit se battre pour qu'au niveau européen, on le reconnaisse tel quel et qu'on l'interdise, mais pas en France exclusivement. On a déjà beaucoup parlé du glyphosate sur ce plateau, c'est un autre débat. Merci en tous les cas. Sur la méthode surtout. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Public Sénat. On va continuer notre travail d'analyse et de décryptage des travaux parlementaires et notamment on va voir ce qui se passe en séance avec vous, Alexandre Poussard, puisque la nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, est un petit peu chahutée cet après-midi, notamment sur la question de la ligne Rungis-Perpignan. Et oui, Delphine, Elisabeth Borne a été interpellée à de nombreuses reprises par les sénateurs sur la fermeture de cette ligne Perpignan-Rungis qui transporte des fruits et légumes. Alors c'est un dossier qu'elle connaît bien en tant qu'ancienne ministre des Transports. Elle a même annoncé, rappelé aux sénateurs que le gouvernement allait investir 2,3 milliards d'euros dans le développement du fret ferroviaire. Et puis c'était l'occasion pour Elisabeth Borne de montrer ses convictions écologiques en tant que nouvelle ministre de la Transition écologique. Écoutez son échange avec le sénateur socialiste Martial Bourquin sur ce dossier de la ligne Perpignan-Rungis. Je voudrais répondre sur le Perpignan-Rungis. Moi, je peux vous assurer que je ne me satisfais pas de cette situation et que je regrette d'avoir été mis devant le fait accompli parce que peut-être que tout le monde était au courant de l'état des wagons, mais vous voyez, la ministre des Transports n'avait pas été alertée sur l'état de ces wagons. Donc moi, je ne me résous pas, je le dis, je l'ai dit et je le redis, je ne me résous pas à ce que les marchandises passent sur la route. Alors vous nous reprochez de faire rouler un train vite. Qu'est-ce que vous nous auriez dit si ce train s'était arrêté? Donc la SNCF a accepté, la SNCF s'est engagée à pouvoir faire rouler ce train qui est à la disposition des chargeurs qui peuvent donc utiliser le service tel qu'il existait jusqu'à présent. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour prendre le dossier à bras-le-corps, de dire à la SNCF « je veux qu'il roule ce train, et je veux qu'il
je veux absolument, parce que vous êtes ministre, et vous devez dire à la SNCF, voilà la politique du gouvernement, ce train doit fonctionner, et s'il fonctionne, eh bien, on évitera que des milliers de camions soient sur les routes. Et donc sur ce dossier, il y a actuellement un bras de fer entre le gouvernement et la SNCF. Et la SNCF a posé ses conditions pour rénover ces wagons vétustes de la ligne Perpignan-Rungis, une rénovation qui coûte à peu près 30 millions d'euros. Et bien la condition de la SNCF, c'est de reprendre le monopole de l'exploitation de cette ligne de fret ferroviaire. Mais le problème, c'est qu'Elisabeth Borne est la ministre qui a porté la réforme de la SNCF et donc l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Il est donc peu probable qu'elle accepte cette solution proposée par la SNCF. Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve tout au long de cette édition. Le gouvernement repart à la conquête des élus locaux. Présenté en Conseil des ministres ce matin, le projet de loi Engagement et proximité est censé lutter contre la crise des vocations à 8 mois des élections municipales. Un texte bien accueilli au Sénat où l'on travaille depuis longtemps sur la question du statut de l'élu. Samia Dechir. Une trentaine de mesures pour encourager les vocations aux prochaines élections municipales. Le projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres est censé améliorer les conditions d'exercice des maires et de leurs équipes, à commencer par leurs indemnités. Votées par chaque conseil municipal en début de mandature, elles sont limitées par des plafonds selon la taille de la commune, de 661 à 5 639 € bruts. Pour mieux rémunérer les élus ruraux, le gouvernement propose de supprimer les seuils en dessous de 3 500 habitants. Le premier plafond serait donc de 1 672 € bruts par mois, y compris pour les plus petites communes. Un certain nombre de seuils et de règles ont été imaginées il y a de nombreuses années, mais elles ne trouvent plus forcément leur sens aujourd'hui. Typiquement, vous avez un seuil à 500 habitants dans le calcul des indemnités des élus aujourd'hui. Et selon toute vraisemblance, un maire d'une commune de 485 habitants a la même vie quotidienne qu'un maire d'une commune de 505 habitants. L'État ne prendra pas en charge l'augmentation des indemnités, mais pourra désormais financer les gardes d'enfants des élus municipaux pendant leurs réunions obligatoires ou encore leurs frais de protection juridique. Des mesures destinées à renouer le dialogue entre l'exécutif et les maires, très remontées depuis la suppression des emplois aidés ou celle de la taxe d'habitation. Un malaise exprimé pendant le grand débat national. Il y a véritablement un acte 2 qui s'ouvre dans nos relations avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire un climat de confiance, un climat de responsabilité. Et je crois que c'était une évolution qui était bien sûr nécessaire. Le gouvernement, qui craint un manque de candidats aux prochaines municipales de mars 2020, propose également d'étendre à tous les salariés candidats le droit à 10 jours de congé sans solde pour mener campagne. Et avant d'en parler avec mon invité, on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur LR de l'Ardèche, Mathieu Darnaud. Il a travaillé sur cette question du statut de l'élu, ici au Sénat, je le disais à l'instant. Mathieu Darnaud, que pensez-vous de ce projet de loi dévoilé aujourd'hui sur le statut de l'élu? Il est là notamment pour redonner de l'attractivité à la fonction. Est-ce qu'il est à la hauteur? On va déjà dire que on pourrait l'appeler un texte copié-collé des travaux du Sénat, puisqu'il s'inspire de l'aveu même du ministre que nous avons auditionné la semaine dernière, essentiellement des travaux du Sénat sur le statut de l'élu, comme vous venez de le dire, plus exactement les conditions d'exercice des mandats locaux. C'est le rapport que nous avions rédigé avec le président de la délégation, Jean-Marie Bockel, et avec l'ensemble des sénateurs qui ont participé à ces travaux. Et puis l'autre partie qui concerne les fameux irritants de la loi NOTRe. Donc je crois que le gouvernement a bien compris que le travail du Sénat permettrait sûrement de redonner des signaux positifs aux élus. Oui, les irritants de la loi NOTRe, ce sont toutes ces réformes territoriales qui avaient beaucoup déçu les élus locaux. Sur quel point le projet de loi intervient-il notamment ? Je crois qu'il permet de redonner un petit peu de liberté aux élus. La volonté que nous avions affichée, nous, depuis 2 ans, c'est de dire que la loi NOTRe, elle contraignait trop. Je crois que si on veut réussir une réforme, il faut avant tout marquer une confiance forte dans les élus des territoires, qui connaissent mieux que quiconque leur territoire, leur commune, leur département. Et je crois qu'il faut qu'ils aient une capacité d'adaptation, une capacité notamment s'agissant du couple commune-intercommunalité, à mieux répartir les compétences. D'ailleurs, je pense que sur ce point-là,
nous essaierons d'aller plus loin au Sénat, peut-être revisiter les périmètres de ces intercommunalités parfois trop grandes où on perd en proximité. Et ça, c'est un vrai sujet qui ne concerne d'ailleurs pas que les élus, mais qui concerne beaucoup nos concitoyens. Dans un temps parfois mouvementé, nos concitoyens veulent de la proximité, ils veulent pouvoir lire l'action de leurs élus. C'est un texte très inspiré des travaux du Sénat, c'est donc un texte très consensuel. Vous pensez que son chemin va être simple au Parlement ? Écoutez, on attend de voir maintenant quelles seront les intentions par rapport aux amendements, par rapport aux compléments utiles que le Sénat pourra apporter. Moi, j'ai le regret que ce texte arrive beaucoup trop tard, à 6-7 mois des élections municipales. Nous avions. C'est un texte électoraliste pour vous, avant les municipales ? Je ne sais pas s'il est électoraliste. En tout cas, je crois que le gouvernement a bien compris qu'on ne pouvait pas se passer des élus locaux et notamment des maires, qu'ils étaient utiles justement dans des temps compliqués comme on a connu avec la séquence des Gilets jaunes, avec le mouvement social. Et je pense que c'est important de redonner, de retisser ce lien de confiance plutôt qu'un lien de défiance vis-à-vis des territoires. Mais vous le saluez, le fait que le gouvernement s'aperçoive de toute cette nécessité ? Nous, on a toujours dit qu'on serait... que vous vous dites quand même c'est une belle opportunité à quelques mois. Non, on a toujours dit qu'on serait très pragmatique. Le seul intérêt qui vaille, c'est vraiment celui des élus locaux, des élus des territoires. Et je dirais en finalité, le fait que la démocratie locale fonctionne bien. Donc tout ce qui ira dans le bon sens, on le saluera. Tout ce qui sera insuffisant, on le complétera. Et c'est là où nous attendons le gouvernement, puisque le ministre a souhaité qu'on ait un travail ici en première lecture au Sénat qui soit constructif, j'allais dire chiche. On est vraiment dans une période aujourd'hui de crise des vocations importante, remarquable aujourd'hui. Oui, moi je le vois dans mon département, l'Ardèche, où on sent qu'il y a quand même quelques élus qui sont en proie à une certaine lassitude, un peu un découragement, parce qu'on a le sentiment que la commune, finalement, elle n'a quasiment plus son mot à dire dans ces grandes intercommunalités, dans des départements qui ont des vraies problématiques rurales. Et je crois qu'il faut redonner du sens à tout ça. Il faut redonner la capacité d'agir et les moyens d'agir aux élus des territoires. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam et Julia Mouzon, fondatrice et présidente d'Élus Local et de Mandat Local, et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Julia Mouzon, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes donc la présidente d'Élus Local. C'est un réseau justement de femmes élues et aussi de Mandat Local. C'est un institut de formation pour les élus. Justement, cette formation, elle est au cœur de ce projet de loi Engagement et proximité. Quel regard portez-vous sur ce texte ? Alors, c'est un premier pas vers les élus locaux que fait le gouvernement avec ce projet de loi qui est effectivement déposé dans un timing un peu serré, mais qu'on espère qu'il va réussir son chemin dans les deux chambres. C'est aussi une première reconnaissance par le gouvernement de cette idée du small is beautiful, qui est importante, parce que je crois qu'il faut le rappeler, on fait ce projet de loi, le gouvernement fait ce projet de loi et les parlementaires le poussent effectivement depuis longtemps, parce que la vie locale, elle est au cœur de la préoccupation et des vies de nos concitoyens. Alors là, ça s'axe vraiment pour les communes qui seront justement au cœur du dispositif. Exactement, si on peut dire. exactement. Et on le voit en ce moment avec toutes les animations locales qui ont lieu au mois de juin, au mois de juillet. La vie des gens, elle se fait dans les territoires, elle se fait via l'animation locale, via les services publics, via la façon dont les représentants locaux, politiques locaux, peuvent répondre ou non à leurs attentes. Donc c'est vraiment la dynamique dans laquelle s'est engagé le gouvernement. Je crois qu'il y a une prise de conscience d'un besoin et des attentes fortes des élus locaux, après à la fois le grand débat national, la crise des Gilets jaunes et puis les revendications. Si on rentre un peu dans le détail de ce texte, par les associations, justement, notamment, on disait, les questions de formation. Hein, c'est une véritable transformation du modèle de formation des élus locaux que propose le gouvernement. On a entendu Sébastien Lecornu, c'est le ministre en charge des collectivités qui porte ce texte. Il est anormal que les élus aient moins de droits finalement que les salariés du public ou du privé, nous dit-il. Oui, alors en fait, la comparaison est compliquée parce que le mandat local dure 5 ou 6 ans, voilà, et la vie d'un salarié, la vie professionnelle d'un salarié, elle s'étale sur 40 ans. Donc comparer les modèles et puis faire des analogies et des transferts entre les modèles aussi nous paraît, à nous, organismes de formation, complexe. On attend de l'élu local que dès la première année de son mandat, il soit opérationnel sur la question des finances, sur la question du budget, sur la question de la démocratie participative. Avec ce texte, il pourra se former pendant plusieurs jours, il pourra quitter sa fonction pour venir se former, c'est ça que propose de facto, c'est déjà le cas. En fait, le projet de loi va un peu plus loin là-dessus. D'après notre compréhension du texte, en tout cas, il y a la volonté du gouvernement de permettre la mobilisation un peu plus tôt dans le mandat des droits à la formation, qui pour l'instant étaient accumulés
pendant la première année du mandat. Maintenant, sur ce point-là de la formation, il est très particulier, il n'est pas dans le projet de loi, il va être traité par ordonnance et on attend des clarifications qui seront apportées à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre par le ministère. Autre point sensible, il concerne les indemnités des élus. Là aussi, revalorisation pour attirer finalement vers les mandats locaux. Oui, absolument. Alors, c'est la mesure la plus politique du texte. C'est une mesure symbolique qui est forte, cette possibilité d'augmenter les indemnités pour les maires des petites communes à hauteur de 1 600 € par mois. Et là encore, il faut avoir conscience que le maire d'une commune de 500 habitants fait tout dans sa ville, porte des pouvoirs de police qui sont très importants, joue un rôle de médiation en cas de conflit de voisinage qui est très important. Cette reconnaissance financière, elle est très importante, elle est politique et elle valide cette présence. Est-ce qu'elle sera automatique et finalement la même sur tout le territoire? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, certains élus hésitent à augmenter eux-mêmes leurs indemnités. C'est toujours mal perçu par bien sûr. les Et c'est la limite d'ailleurs de la mesure, puisqu'elle n'est pas financée par l'État, mais par les collectivités elles-mêmes, donc qui doivent effectivement gréver leur budget pour permettre à leur maire d'avoir justement là-dessus une assise financière un peu plus importante. On parle d'un véritable statut de l'élu. Est-ce que c'est possible justement à travers les mesures? Est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir un statut de l'élu avec ce texte? On n'est pas réellement dans un statut de l'élu. On est plutôt dans des mesures d'ajustement sur les frais de garde, par exemple, qui étaient une mesure indispensable sur la prise en charge pour les parents qui ont besoin d'aller assister à des conseils municipaux. Il y a toute une série de mesures qui consistent effectivement à faire des ajustements, mais qui ne sont pas de l'ordre encore d'un véritable statut de l'élu. Il y a la question de la validation des acquis de l'expérience aussi, qui est abordée dans le texte sans qu'on sache précisément pour l'instant ce en quoi elle va consister. C'est pour ça que je parle de premier pas vers les élus locaux. Il y a une autre loi qui va être présentée par Jacqueline Gouraud sur la décentralisation, mais on attend encore effectivement d'autres mesures, notamment sur le lien entre la commune et l'intercommunalité. Il y a la protection juridique aussi des élus qui va être renforcée. Là aussi, c'était une demande, une attente de la part... Une attente très forte des élus, et cette question juridique, elle pèse très lourd sur leurs épaules, une responsabilité pénale qui est forte, des risques financiers qui sont forts, des engagements donc, qui sont très importants, même quand l'élu a tenté de tout faire pour assurer la sécurité dans sa commune, il peut toujours y avoir des cas, et on le sait tous, le risque zéro n'existe pas, il peut toujours y avoir des cas où il est pris en défaut par une situation imprévue. Et donc cette mesure-là, oui, elle est importante. Maintenant, est-ce qu'on pourra totalement exonérer, libérer ou alléger cette charge pénale et juridique de l'élu? Ça n'est pas sûr. On a entendu Mathieu Darnaud dire finalement le gouvernement a fait un copier-coller des travaux du Sénat. On voit que le texte est à peu près consensuel. Il arrivera en premier au Sénat en septembre. Est-ce qu'il y a quand même des oublis selon vous? Cette question de la commune et de l'intercommunalité, on sent une première tentation, une première tentative de faire le lien avec la question, la possibilité de déléguer, d'envoyer un élu délégué. Mais on a toujours une problématique forte de démocratie qui se pose sur cet échelon intercommunal, relativement mal connu des Français, qui a énormément de compétences aujourd'hui, des budgets qui sont très importants, et en même temps, une méconnaissance, pas d'élection au suffrage universel direct, une faible représentation de l'opposition et une très faible parité aussi dans les intercommunalités. Dernière question, est-ce que ce texte peut enrayer la crise des vocations à quelques mois des élections municipales selon vous? Je l'espère. En tout cas, cette mesure sur les indemnités peut être une forme d'appel d'air, peut pousser les élus, justement, en tout cas les sortants à s'engager, et puis peut-être de nouvelles personnes à s'engager, mais encore une fois, ça reste un premier pas et il faut aller plus loin pour aider les élus et les personnes de bonne volonté à s'engager dans la vie politique. Eh bien, merci beaucoup Julia Mouzon d'être venue sur le plateau de Public Sénat. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, c'est la famille socialiste qui sera réunie ce soir au Sénat pour la fin de la session, avec un pot amical, mais pas du tout dénué d'intention politique, car les grandes figures du PS, dont Lionel Jospin, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et surtout Bernard Cazeneuve, seront bien là ce soir pour rappeler que les socialistes, même s'ils sont affaiblis, ils veulent encore compter et ils veulent rebâtir. Ils seront d'ailleurs accueillis par Patrick Kanner, c'est le président du groupe socialiste au Sénat. Écoutez ce qu'il en disait la semaine dernière sur notre antenne. Nous avons, nous, une histoire, à la différence de la Macronie. Une histoire glorieuse, diraient les historiens.
de plus de 100 ans maintenant de socialisme dans notre pays. Donc dans ce cadre-là, nous avons encore une place dans la vie politique. Et Patrick Henner, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo du 17 juillet avec François Hollande, Olivier Faure et Bernard Cazeneuve? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que vous aurez voulez aussi dire? Martine Aubry, vous aurez aussi Jean-Marc Ayrault, vous aurez aussi Lionel Jospin. Voilà, et Laurent Fabius... C'est le retour des éléphants, c'est le PS qui renaît de ses cendres. Si vous voulez, tout d'abord, je trouve que l'éléphant est un animal sympathique, qui montre sa force en tant que tel, mais c'est surtout le vrai monde. Vous savez, entre le nouveau monde et le vieux monde, il y a aussi le vrai monde. Ceux qui ont exactement porté la responsabilité dans ce pays, et parfois dans des conditions extrêmement difficiles comme Bernard Cazeneuve. Et pour moi, réunir la famille socialiste, la galaxie socialiste, au travers de ce pot qui n'est qu'un pot amical, ce n'est pas un congrès ou une convention du Parti socialiste, c'est l'occasion de dire que vous pouvez compter sur nous. Et c'est vrai que François Hollande et Bernard Cazeneuve, ensemble, c'est aussi une partie de l'histoire de notre pays qui se retrouve. Et on accueille Saveria Rojek, journaliste politique à Public Sénat. On vient d'entendre justement Patrick Henner. C'est lui qui a eu l'idée de ce pot amical, dit-il, de fin de session. Absolument, c'est Patrick Henner, donc le patron des sénateurs socialistes, qui a eu cette idée d'une réunion autour des grandes figures de la gauche, selon ses mots, une gauche de gouvernement qui peut porter un projet alternatif. Patrick Henner qui promet un événement sans homards, ce sont ses mots, mais il ironise, oui, c'est la première fois depuis longtemps qu'il y aura autant d'éléphants réunis. Rémi Féraud, autre sénateur socialiste, me dit ça va être un moment sympathique, convivial, et puis surtout l'occasion de montrer qu'on a des racines. Racines, c'est aussi le mot employé par Patrick Henner. Nous avons un passé, un vrai passé qui peut être utile à la France. Et puis en faisant venir Lionel Jospin, Martine Aubry, eh bien c'est l'image d'un quinquennat qui a marqué les Français en termes de droits sociaux. Image encore pour les socialistes ou ce qu'il en reste, de montrer qu'ils sont dans autre chose qu'une démarche d'étiage à 6% qui était le résultat aux européennes. Mais Patrick Henner insiste, ce n'est pas un congrès de refondation du PS. Et puis enfin, les socialistes veulent aussi souligner l'image de la liaison entre l'ancienne et la nouvelle génération. Justement, qui sera présent ce soir à cet événement? Alors, dans l'ordre protocolaire, j'allais dire, tout d'abord l'ancien président François Hollande qui va s'exprimer, les anciens premiers ministres Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls n'a pas été convié car on m'a dit qu'il n'est plus socialiste. Édith Cresson a été invitée mais elle est excusée. Excusé également Laurent Fabius pour des raisons statutaires. Côté ancien dirigeant du parti, Olivier Faure, bien sûr, qui va également prendre la parole. Jean-Christophe Cambadélis, Martine Aubry, le sénateur Rachid Temal. Il manquera Harlem Désir qui est tenu à son devoir de réserve du fait de ses fonctions à l'OCDE. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a également été conviée. Elle sera représentée par son premier adjoint, Emmanuel Grégoire. Et puis l'inconnu, eh bien ça reste Bernard Cazeneuve. Il a fait savoir qu'il ne veut pas faire de discours, l'ancien Premier ministre, et espoir de cette renaissance socialiste qui veut visiblement réserver sa prise de parole. Eh bien, merci beaucoup Saveria. Et puis reportage demain dans Sénat 360. C'est une nouvelle révélation sur l'utilisation de l'IRFM, cette indemnité dont les élus disposent pour financer les frais liés à leurs fonctions, qui a précipité la démission hier de François de Rugy. Il s'en est servi pour financer un parti politique, une pratique prohibée. Explication Jérôme Rabier. 4 lettres IRFM qui ont contribué à la démission de François de Rugy. L'indemnité représentative de frais de mandat sert en principe aux sénateurs et députés à effectuer leur mission de parlementaire dans des conditions matérielles correctes. On peut par exemple s'en servir pour payer des repas, des déplacements professionnels ou encore le loyer de sa permanence parlementaire en région. Jusqu'en 2015, aucune règle formelle n'existait, mais le déontologue de l'Assemblée avertissait dès 2013 dans son rapport annuel que le paiement d'une cotisation à un parti politique n'est pas un frais lié au mandat, précisément ce qui est reproché à François de Rugy. En 2015, des règles plus strictes ont été édictées, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Depuis cette date, il est par exemple interdit de s'en servir pour acquérir un bien immobilier, une permanence parlementaire par exemple, ce qui contribuait à enrichir le patrimoine de certains parlementaires. En 2017, Emmanuel Macron promet davantage de transparence et après son élection, une loi de moralisation de la vie publique est votée. Pour s'y conformer, le Sénat transforme l'IRFM en une avance de frais de mandat. Les sénateurs doivent désormais conserver l'ensemble des justificatifs. Des contrôles aléatoires sont menés et chaque élu y est soumis au moins une fois durant son mandat. Si jusqu'en 2015 un flou régnait, il est désormais impossible de ne pas connaître les règles. François de Rugy a reconnu, lors de la passation de pouvoir au ministère de la Transition écologique, une erreur regrettée payée au prix fort.
dans un mea culpa tardif sur les faits qui lui sont reprochés. Et on continue les réactions avec vous, Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences avec le sénateur Alain Marc. Alain Marc, la démission de François de Rugy a été précipitée par les révélations de Mediapart sur l'utilisation de son IRFM, c'est comme ça qu'on l'a appelé à l'époque, pour financer une part de ses cotisations à son parti. Qu'en pensez-vous et quelles sont les règles en matière d'utilisation de ces indemnités pour frais de mandat ? Alors c'est aujourd'hui strictement interdit. À l'époque, c'est vrai que les règles en la matière qui étaient dictées étaient un petit peu floues, mais aujourd'hui, il est strictement interdit de financer effectivement un parti avec ce qu'on appelait l'IRFM et qu'on appelle aujourd'hui frais de mandat, puisque en plus de cela, c'est déductible en partie des impôts, et donc on ne pouvait pas recevoir quelque part et recevoir à nouveau, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'autre. Et oui, là vous pointez du doigt que l'autre problème, toujours selon Mediapart, c'est que François de Rugy avait déduit ses versements de son impôt sur le revenu 2015, et ce qui faisait donc une double défiscalisation, puisque l'IRFM n'est lui-même pas imposé. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut attendre les commissions d'enquête et les auditions qui suivent cette affaire, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même exactement dire les choses. Mediapart le dit. Moi, j'attends qu'on nous dise les choses de façon beaucoup plus, peut-être, non pas sérieuse, mais affirmée et par des voies autorisées, que sera la commission d'enquête, notamment de l'Assemblée nationale, ainsi que le gouvernement. Est-ce que pour vous, on peut plaider l'ignorance sur l'utilisation de l'IRFM? Est-ce que c'est plaidable ou est-ce qu'au contraire, tout de même, même si c'était flou, ça, on savait qu'on ne pouvait pas le faire? Ça, on savait qu'on ne pouvait pas le faire, mais il ne m'appartient pas de dire si on peut plaider ou pas l'ignorance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les règles en la matière sont beaucoup plus strictes. Les parlementaires... Quelles sont-elles aujourd'hui, d'ailleurs? Elles ont évolué depuis quand? Elles ont évolué depuis 3 ans. Déjà, le Sénat était un petit peu en avance par rapport à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous savons que ces règles-là ont considérablement évolué. Et il nous appartient aux uns et aux autres de toujours nous dire, chaque fois que nous effectuons une dépense, est-ce que je la fais en tant que sénateur ou pas? Si je ne suis pas sénateur, je n'utilise pas mon compte pour frais de mandat. Et si c'est une dépense qui est complètement privée, donc on utilise d'autres frais. Mais lorsque c'est une dépense liée à notre fonction, bien évidemment, nous pouvons l'utiliser. Vous plaidez la transparence sur les frais de mandat, mais on se rappelle, il y avait eu des textes sur lesquels un certain nombre d'élus, de parlementaires avaient dit par exemple non, pas possible de fournir des notes de frais pour tout, même c'est trop compliqué, etc. On comprend que ça puisse, et bien que certains jugent que les parlementaires ne soient pas assez transparents là-dessus. Cela a pu déranger un moment, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les collègues parlementaires que je connais se plient à ces règles, s'y plient d'ailleurs bien volontiers, puisque chaque fois qu'ils ont un doute sur des dépenses à faire, ils interrogent le déontologue ou ils interrogent les gens qui sont chargés de régler la conformité de ces dépenses-là. Que pensez-vous globalement de cette affaire, de l'image qu'elle peut donner des hommes politiques et puis aussi de ce quinquennat qui avait quand même débuté avec ce texte sur la transparence de la vie publique, et là on se retrouve donc avec cette affaire? Ce que je crois, c'est que il faut toujours se méfier quand on vous lavait plus blanc que blanc. François de Rugy, quand il était à la tête de l'Assemblée nationale, a souhaité la transparence la plus absolue. Et nous convenons tous, et les citoyens aujourd'hui ont une exigence de transparence. Par contre, celle que l'on exigeait de la part des parlementaires, il faut, je crois, aussi se l'appliquer à soi-même, ce qui peut-être n'a pas été le cas. Attendons les conclusions des commissions d'enquête. Pour ma part, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que à la fois les députés, puisque j'ai beaucoup d'amis députés, j'ai été député, et les sénateurs se plient volontiers à ces exigences, et je crois que nous sommes dans une époque où tout le monde attend de nous cela. Et se plie aux règles. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Alain Marc. Merci. Alors on va essayer de comprendre justement le fonctionnement de cette indemnité qui est au cœur de l'affaire de Rugy avec mes invités tout de suite.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux parlementaires. Nadia Sollogoub, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice centriste de la Nièvre. On accueille également Olivier Jacquin, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste de la Meurthe et Moselle. Et puis, pour nous éclairer, deux avocates, Fleur Jourdan, maître Jourdan, vous êtes avocate en droit public associée au cabinet Ayache Salama. Et puis, Élise Van Beneden, bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire générale adjointe d'Anticor. C'est une association, je le rappelle, de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Alors, première question pour vous, Nadia Sollogoub, puisqu'on voit finalement que la démission de François de Rugy a été précipitée hier par les révélations de Mediapart. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas fait son travail ? Écoutez, je ne saurais pas du tout répondre à cette question. Voilà, moi, il est clair que je ne parlerai que de ce que je connais et ce que je comprends. Et je dois vous dire qu'hier, j'étais beaucoup dans l'hémicycle pour la loi énergie-climat, qui me semble vraiment une... Vous êtes là pour ça au Sénat. Grosse urgence, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, est-ce que finalement, les règlements et les lois, justement, pour les frais des parlementaires, est-ce que, à votre avis, c'est assez clair pour empêcher les dérives ? Alors, écoutez, c'est toujours pareil. Et finalement, je m'étais posé la même question en mairie, parce qu'on entend parler des fois de détournement aussi en mairie, alors qu'il me semble que c'est tellement contrôlé. Alors quand tout d'un coup on tombe sur un poteau rose, on se dit mais comment c'est possible ? Alors je ne veux pas dire que l'affaire de Rugy c'est un poteau rose, je ne maîtrise pas. Mais simplement c'est vrai qu'il me semble qu'on donne tellement d'informations sur notre patrimoine avant, pendant, après, que j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Voilà. Puiser dans son IRFM pour financer un parti politique, c'est une pratique qui est clairement interdite selon vous, Olivier Jacquin ? Absolument, oui. On ne fait pas ça, enfin c'est... Et vous dites, est-ce qu'on est contrôlé ? Oui, on est contrôlé. Moi, je suis parlementaire depuis 2017. Là, je viens d'être contrôlé sur mes frais de mandat de l'année passée. Oui. C'est embêtant, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a eu aucune observation. Alors, justement, expliquez-nous qui effectue ce contrôle et comment ça se passe ? Alors ça, c'est interne au Sénat. C'est une procédure qui a été mise en œuvre en 2017, de tirer au sort un certain nombre de parlementaires et de contrôler intégralement toutes les dépenses. Et on a une enveloppe d'environ 6 000 € pour assurer les frais de mandat. Et avec ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est une société extérieure qui vient à la demande du questeur, c'est les parlementaires qui gèrent l'administration du Sénat, nous contrôler et on doit répondre à toutes leurs questions. Et il y avait 2-3 factures, ils ont questionné pourquoi tel montant de réparation dans la permanence parlementaire, est-ce que ce n'était pas au propriétaire à payer ? Sur une autre facture, j'ai reçu un groupe au Sénat, justification, mais c'est normal, on a répondu et il n'y a pas de souci. Et j'ai déjà été aussi contrôlé par la Haute Autorité de transparence de la vie financière publique, pardon, de la vie, ouais. C'était extrêmement pénible. C'était au début que ça s'était mis en place. Pénible mais nécessaire, Olivier Jacquin. Attendez, c'était dans les premières années. J'avais répondu de manière un peu légère et j'avais fait une erreur technique sur des comptes associés. Je suis agriculteur. J'avais fait une inversion entre un plus et un moins, un débit crédit. J'ai dû prendre un avocat, faire des kilos de papier pour me justifier. C'était normal. Mais maintenant, je la remplis de manière très, très sérieuse parce qu'on a vu beaucoup d'élus qui, pour un chèque, une dépense effectuée avec le mauvais chéquier, on leur supprimait le mandat. Oui, je sors de la même procédure que toi. En plus, moi, je suis dans la succession de mon père, donc tout de suite, je me suis dit « Ah là là, attention, il faut bien faire les choses en ordre. Ouais. » Mais je reçois du conseil de la part de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, parce que c'est pareil, je n'étais pas très à l'aise avec l'opération et j'ai été bien conseillée. Ouais. Élise Van Beneden, est-ce que justement, il y a eu peut-être des zones grises, notamment dans le règlement de l'Assemblée nationale, sur ce qui était possible ou pas de faire justement avec ce fameux IRFM ? Alors des zones grises, oui, il y en a, mais en fait, il y a une règle quand même générale qui est très claire, qui est que l'argent public doit servir dans le cadre de l'intérêt général, c'est-à-dire dans le cadre de la fonction de la personne à qui elle est remise. Ça, c'est une règle très claire. Parfois, c'est pas extrêmement facile dans l'application et donc aussi dans le contrôle. Vous avez un député ou un sénateur, il perçoit donc un salaire qui va dans une de ses poches et dont il fait ce qu'il veut, comme tout le monde dans ce pays. Et dans sa deuxième poche, il a cette IRFM qui est devenue donc l'AFM et qui ne lui appartient pas. Avance sur frais de mandat maintenant ?
une avance de frais de mandat. Et cette somme d'argent ne lui appartient pas, c'est de l'argent public, et cet argent public ne peut être dépensé que dans le cadre de ses fonctions. Donc ça, c'est une règle qui est assez claire. Après, quand on voit, par exemple, certaines dépenses, c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile de toujours déterminer ceux qui entrent dans le cadre de la fonction. C'est ça la difficulté. Monsieur de Rugy nous disait, oui, mais au sujet des dîners, il nous disait, mais j'ai invité des personnalités publiques, j'ai invité des représentants de la société civile. C'est pas toujours évident de dire si effectivement c'est engagé dans le cadre de ses fonctions ou si c'est pas le cas. Mais par contre, sur l'utilisation de l'IRFM pour payer des cotisations d'un parti politique, là c'est très clair. Il y a eu un rapport de la déontologue en novembre 2013. La position est très claire et a priori, il aurait dû le savoir. Une précision, quand vous dites que c'est un salaire, moi je suis agriculteur, je reçois une indemnité et j'ai à peu près 2 000 € de cette indemnité qui sont pour me remplacer sur la ferme. C'est pas véritablement, on n'est pas dans la professionnalisation parfaite et c'est pas un salaire, c'est une indemnité pour permettre d'exercer le mandat, ce que vous appelez le salaire et l'indemnité parlementaire. Il y a l'indemnité parlementaire, il y a l'avance de frais de mandat que certains confondent encore avec la réserve parlementaire, cette drôle d'enveloppe qui permettait à un parlementaire de donner de l'argent à des associations et à un certain nombre de causes. Ça n'existe plus. C'était les risques de clientélisme. Là, avec la IRFM, ça n'existe plus. On est sur un risque de détournement de fonds publics, Alors, ce qui est absolument différent. On voit au problème du statut de l'élu. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai parlé de salaire, évidemment, c'est une vulgarisation, mais c'est Voilà. aussi pour expliquer qu'on justifie l'IRFM comme un salarié justifie ses frais professionnels, comme une profession libérale met en charge certaines dépenses qui sont liées à son activité et pas les autres. Donc tout le monde doit faire ça. Fleur Jourdan, vous n'avez pas encore entendu sur ce plateau. Est-ce qu'il faut faire évoluer justement les différentes lois qui ont été votées, notamment de moralisation de la vie politique? On voit qu'il y a toujours peut-être encore finalement des trous dans les mailles du filet. Oui, alors il y a déjà eu 2 lois, une loi en 2013 sur la transparence, une loi en 2016 sur la confiance, 2017 sur la confiance, oui, pardon, qui ont quand même permis de mettre à plat toutes ces règles. Et là, en l'espèce, les faits qui sont reprochés à M. de Rugy sont antérieurs à ces 2 lois, antérieurs et puis après ont perduré. Mais je pense que on a besoin aujourd'hui d'une période de stabilité quand même législative, réglementaire sur ces sujets, pour pouvoir tirer en fait toutes les conséquences. Effectivement, depuis 2017, il y a beaucoup d'obligations qui pèsent sur les parlementaires, de déclarations, comme on disait tout à l'heure, de justifications. Il faut, je pense d'ailleurs, c'est prévu de tirer un bilan au bout de 2 ans pour voir si le système fonctionne bien et si éventuellement il faut l'améliorer. Mais quand vous disiez est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, effectivement, il y avait eu des alertes en 2013 pour dire, de la part de la déontologue... Fortement déconseillé, mais pas forcément puni. Alors, est-ce que là, il y a peut-être justement aussi un faible juridique? Oui, alors c'est pas puni, mais il y a quand même derrière ça un sujet fiscal qui peut être, à mon avis, peut-être pourrait donner lieu à un redressement parce que ce sont des indemnités qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et qui permettaient en fait de cumuler 2 avantages fiscaux, le fait que c'était pas soumis à l'impôt sur le revenu et qu'ensuite on déduit fiscalement un certain nombre de ces cotisations. Donc là, peut-être que pour le coup, il y aura une sanction fiscale derrière ça. Mais je vous rappelle qu'il y a une procédure aussi qui a été engagée par le Parquet national financier à la fin de l'année dernière et qui concerne 15 parlementaires. On ne connaît pas tous les noms. On en connaît certains. Si M. de Rugy en fait partie ou pas. Mais ces 15 procédures sont liées à l'utilisation de l'IRFM. Alors justement, pourquoi il y a toujours cette zone de flou? Est-ce que certains, et on parlait du sénateur Yves Détraigne, sénateur centriste, qui plaide finalement la bonne foi, lui ça concerne l'achat d'un véhicule avec cette IRFM. Est-ce qu'il y a justement cette zone grise encore qui entoure justement l'utilisation de ce qu'on peut faire, ne pas faire avec cette avance sur frais de mandat? Nadia Sollogoub. Alors, vous parlez du flou. Olivier et moi, on a été élus en 2017, donc c'est différent parce qu'on a directement un prisme différent, on a pris un mode de fonctionnement différent d'emblée. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que d'après ce que je comprends, il y a quand même eu des changements. Pour le cas en question, honnêtement, c'est pareil, je ne me prononcerai pas, mais je sais que par exemple, dans d'autres départements, on a connu des parlementaires. Avant, c'était parfaitement légal
de s'acheter un appartement. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je me loue un studio, mais on aurait pu éventuellement se l'acheter. Ça n'avait rien d'illégal. Donc, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. C'est toute la notion du avant-après. Et voilà, si on reproche aux gens des choses qui sont interdites maintenant, mais qui étaient autorisées à l'époque, alors, je dis pas que c'était bien que ce soit autorisé. En effet, ça allait peut-être un petit peu loin, mais enfin, si c'était... L'argent public ne doit pas servir à l'enrichissement personnel. Oui. Ça fait partie des règles de base de déontologie. Olivier Jacquin. Mais il faut quand même rappeler des bases. C'est quand même la Révolution française et ses suites qui ont dit si on veut que n'importe quel citoyen lève la main pour exercer ce mandat, il faut qu'il en ait la possibilité. D'où le fait d'indemniser. Sinon, on a une démocratie qui devient ce qu'on appelle une plutocratie. C'est ceux qui ont les moyens qui deviennent élus. Ça a été le cas dans certains pays. Et donc ça, l'indemnité de mandat, elle est indispensable pour permettre à tout un chacun de pouvoir être candidat. On sait très bien que la représentation parlementaire n'est malheureusement pas représentative du corps social. Il y a peu d'employés ouvriers et des classes populaires qui sont au Parlement. Et ensuite, d'avoir une enveloppe de frais de mandat, à quoi ça sert? Ça sert à payer une permanence parlementaire, à payer des déplacements. Moi, j'étais en charge du dossier ferroviaire. J'ai pas eu à lever la main pour demander une enveloppe pour aller visiter le système ferroviaire italien ou anglais en une journée ou deux. Ben, ça sert à ça. Ça sert à faire de la politique, à indemniser un intervenant dans une réunion, des choses comme ça. Et c'est indispensable au fonctionnement démocratique de l'Assemblée et puis de la société. Et votre question, c'est il y a des zones grises, il y a une vraie évolution de la société, de ses exigences qui sont normales et même de ce qu'est le parlementaire aujourd'hui. J'avais été interrogé l'an dernier par un concitoyen sur c'est quoi cette enveloppe de frais d'obsèques. Et moi, ça m'étonnait aussi qu'il y a une enveloppe de frais d'obsèques de je ne sais pas combien. Et j'ai gratté dans l'histoire. Elle avait été mise en place parce qu'il y a très longtemps, on n'imaginait pas qu'un parlementaire qui avait occupé des fonctions aussi honorifiques n'ait pas des obsèques d'une certaine dignité du point de vue républicain. Vous voyez, c'est vieillot comme raisonnement. Aujourd'hui, la représentation sociale du parlementaire et du politique a évolué. On n'est plus dans ces considérations-là. Donc il y a des zones grises qui sont liées au fait que la société évolue, les exigences de transparence aussi. Et comme l'a dit Nadia, nous, on est nouveaux dans le système, d'être contrôlés, on trouve ça tout à fait normal. Or, quand on est arrivé, on avait des collègues qui étaient là depuis longtemps, Maître on parlait que de ça. On voit qu'il y a quand même des nouvelles lois, ça évolue justement vers plus de transparence. Qu'est-ce qu'on peut tirer quand même comme enseignement de cette affaire de Rugy si on devait modifier certaines choses ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées depuis, et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi, et j'imagine que pour vous ça vous a été très utile, quand tout à l'heure vous disiez qu'il y avait des choses légales, en fait il y avait des choses qui étaient tolérées, on ne peut pas vraiment dire qu'elles étaient légales, mais depuis 2015 et depuis le 2017 et le dernier mandat, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont vraiment mis en place un système qui indique très précisément les dépenses qui peuvent être ou non remboursées. Il y a aussi un contrôle qui a été institué, même si c'est un contrôle a posteriori. Alors, c'est un contrôle annuel a posteriori. On pourrait envisager que ce soit un contrôle plus régulier. Comme vous le disiez tout à l'heure, le Sénat a décidé d'externaliser cette fonction pour, sans doute aussi pour crédibiliser le contrôle qui a été fait. Ce n'est pas le choix qu'a fait l'Assemblée nationale. Ça pourrait être des pistes qui pourraient être mises en œuvre pour assurer un contrôle plus strict de ces dépenses. Mais là, aujourd'hui, il me semble qu'avec un cadre sur les dépenses qui sont ou non éligibles, une présentation de facture, ce qui n'était pas le cas précédemment, qui permet de vérifier a posteriori, on est quand même dans une situation beaucoup plus rigoureuse et qui permettra aussi à l'avenir de dire mais ça c'était autorisé, c'était écrit, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant il y avait des choses qui étaient tolérées, mais qui n'étaient pas forcément écrites comme étant bien autorisées. Des progrès, mais pourtant on n'est toujours pas dans la transparence comme elle est vécue ou définie justement dans certains pays, les pays nordiques ou les pays anglo-saxons, Elise Van den Heyden. Ah oui, oui, absolument. Il y a une culture qui est très différente dans les pays nordiques et qu'on envie sur certains aspects. Moi, ce que je voulais vous dire sur l'IRFM, c'est que quand même, s'il faut faire une réforme, c'est que dans l'IRFM, il y a quand même une caisse noire de 600 € où le parlementaire, 600 € c'est pour les députés, n'a pas à justifier de ce qu'il en fait. Et ça, Vous appelez ça une caisse noire ?
J'appelle ça une caisse noire, oui. C'est une enveloppe de 600 € où il n'y a pas de justificatif à donner. Et la déontologue a hurlé quand cette mesure a été adoptée. Pourquoi est-ce qu'on permet qu'il y ait 600 € d'argent public sans justificatif? C'est absolument anormal. En plus de ça, les parlementaires n'ont pas à justifier avec qui ils déjeunent, donc comment sont utilisés ces frais de bouche. Là aussi, je suis navrée, c'est pas du tout normal. Si on veut contrôler a posteriori et dire ça, c'est dans le cadre de la fonction et ça ne l'est pas, il faut au moins savoir avec qui on déjeune, quel est l'objet du déjeuner et quel est le coût. Et Madame Rossi, il y a quelques jours, disait qu'elle validait les dépenses, mais qu'elle ne les contrôlait pas. Elle est questeur. Le questeur, il est là pour contrôler les dépenses. Donc il faut déjà commencer par avoir des questeurs qui font leur travail. Alors ça, c'est pour l'Assemblée nationale. Qu'en est-il au Sénat? Est-ce que vous avez aussi une enveloppe d'un certain montant que vous pouvez utiliser sans justement justifier, alors que ce soit des frais de bouche ou justement les noms des invités? On voit que dans le cas de Rugy, ça a aussi été problématique, Nadia Sollogoub. Alors oui, honnêtement, je ne savais pas le montant. Mais je sais qu'il y a une somme, c'est-à-dire si je me trouve... Bon, moi, je suis élue d'un département très rural. Donc là, l'été va arriver, ce sont les comices agricoles, les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il se peut que j'ai à faire une dépense ou... Enfin, le comice agricole, honnêtement, c'est de ma poche. Quand je paye un coup à tout le monde ou que je mets un sou dans la caisse. Mais il peut arriver qu'il y ait une petite dépense qui se fasse en numéraire quand même. Bon, peut-être je me prononcerai pas sur le montant. Mais on peut avoir des petites dépenses à dépenses. Bon, on peut les justifier. Après, c'est pas tout à fait libre parce qu'après, on fait un papier, je crois, en disant j'ai dépensé 50 € à l'occasion de telle fête. Voilà, il faut quand même dire dans quel cadre c'était. Il faut déclarer. Qu'est-ce que vous dites, Nadia Sollogoub? Heureusement qu'on a encore cette petite enveloppe dont on peut disposer librement, ou au contraire, il faudrait tout justifier, que tout soit contrôlé? Si on essaye de faire le parallèle, pour être toujours bien dans les clous, il faudrait qu'on se mette en tête, bien qu'on soit pas le statut d'élu, c'est pas une entreprise, mais finalement, ça aide quand même à savoir si on est dans les clous ou pas. Moi, quand j'ai été élue, je me suis dit, pour pas me tromper, je vais toujours me dire, c'est si j'étais dans une entreprise et si je devais rendre des comptes. Donc c'est vrai que si au dos de la facture, je mettais un tel, dans quel cadre, etc., sincèrement, ça me poserait aucun problème. Et je trouve que ce serait même normal. Et vous, Olivier Jacquin? Moi, je pense qu'une prochaine réforme questionnera peut-être cette histoire où, effectivement, 10% de l'enveloppe de frais de mandat peut ne pas avoir de justificatif. Personnellement, je n'utilise pas. Je veux revenir sur votre tentation de la transparence absolue. Moi, par exemple, je n'ai pas envie de dire forcément avec qui je mange. Récemment, je rencontre un chef d'entreprise, je paye ma part. Ils sont toujours surpris. D'accord? Mais ça m'intéressait, je travaille dans le domaine des transports et je leur dis, moi je viens, mais c'est ça mes conditions. C'est moi qui demande l'invitation, en plus c'est moi qui demande des renseignements. Je n'ai pas forcément à le dire, quoi. Ça fait partie de mon travail politique de me renseigner, de m'informer. Voilà. Après, il y a une dimension éthique et je crains qu'avec une transparence absolue, on aille vers une certaine forme de dictature et tout ça, ça peut atteindre gravement la démocratie. Je suis pour une transparence juridique. Par contre, non mais regardez, il y a des conditions personnelles. Certains, aller dans un resto à 30 €, c'est bien. Pour d'autres, c'est un restaurant à 50 € par personne. Pas de dictature, c'est ce que vous nous dites, Olivier Jacquin. Ça vous fait réagir très rapidement? Oui, peut-être. Si on fait ces règles qui sont couvertes par la confidentialité, c'est pas, même vos factures aujourd'hui, elles ne peuvent pas être consultées par tout citoyen. Donc le nom resterait confidentiel. Si on met en place ces règles, c'est pour rétablir un lien de confiance entre les citoyens et vous. Donc, encore peut-être des évolutions. Et si vous êtes pour, eh bien, c'est tant mieux, Olivier Jacquin. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Avant de se quitter, on va retourner en séance pour faire un point justement sur la loi énergie-climat avec le baptême du feu pour Elisabeth Borne, à peine nommée justement ministre de la Transition écologique. Comment se passe le débat pour elle ? Eh bien, écoutez Delphine, on a parlé de la pollution des mers et notamment de ces gros paquebots de croisière qui fonctionnent au fioul lourd, ce qui est très polluant pour les océans. Et quand ils stationnent dans les ports, eh bien, ils laissent tourner le moteur jour et nuit, ce qui crée une forte pollution de l'air pour les villes. Alors un amendement a été déposé pour fixer une feuille de route afin de baisser la consommation énergétique du transport maritime. La ministre Elisabeth Borne, qui fait son baptême du feu en tant que ministre de la Transition écologique, a émis un avis défavorable à cette feuille de route, mais elle a détaillé la stratégie du gouvernement contre la pollution des mers. Écoutez-la. S'agissant du transport maritime, on a des enjeux importants de réduction de la pollution autour des ports, sur lesquels je veux vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé,
à la fois avec notamment les nouvelles normes qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2020 sur la baisse de la teneur en soufre. Et vous savez que notamment en Méditerranée, on plaide pour une zone à plus faible émission comme il en existe en Manche-Mer du Nord. Mais ça passe aussi par des dispositions de branchement à quai des navires. Je pense que les citoyens, les Français ne comprennent pas effectivement de voir des panaches de fumée pour les navires qui sont en attente dans les ports. Et notez que la sénatrice marseillaise Samia Ghali va déposer un amendement au cours de l'examen de ce projet de loi énergie-climat pour interdire tout simplement le stationnement dans les ports de ces grands paquebots de croisière, une interdiction qui sera effective à partir de 2024. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes et à demain 14h sur Public Sénat pour les questions d'actualité au gouvernement.